Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le plateau de Space TV sur une thématique d'actualité qui est le recrutement et plus spécifiquement le recrutement en élevage. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux personnes. Madame Valérie Heiser. Bonjour Madame Heiser. Bonjour. Madame Valérie Heiser est chargée de mission emploi pour le département de l'Ille-et-Vilaine au sein de l'ANEFA. Elle va nous expliquer ce qu'est l'ANEFA dans quelques instants. Et puis à sa droite et à ma gauche, Monsieur Foucrault, Jean-Claude Foucrault, qui est éleveur porcin à Questembert, dans le Morbihan. Et M. Foucrault a 2 salariés à plein temps et un salarié à mi-temps sur son exploitation. Et puis, il a plusieurs mandats, c'est-à-dire qu'il représente les employeurs au sein de la FDSEA 56 et de la FRSEA Bretagne. Il est président de l'ANEFA Bretagne et également membre de la Commission nationale emploi agricole au sein de la FNSEA. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour ce plateau. Madame Heiser, qu'est-ce que ça veut dire l'ANEFA? Comment vous la définiriez, cette association? Alors, ANEFA, ça veut dire Association nationale emploi formation en agriculture. On est un réseau d'une cinquantaine d'associations au niveau de la France, fédérées par une ANEFA nationale, et on a également des ANEFA dans chaque région. En Bretagne, nous avons une ANEFA par département. Alors, qu'est-ce que c'est une ANEFA? C'est une association qui est dirigée par un conseil d'administration constitué d'agriculteurs employeurs de main-d'œuvre et de salariés de la production agricole. Donc, j'entends par là vachers, porchers, chauffeurs mécaniciens, etc. Et ces associations ont pour mission la promotion et le développement de l'emploi salarié dans la production agricole. On développera, je pense, les services. Oui, tout à fait. On va développer ces notions dans quelques instants. Alors, une question à chacun d'entre vous. Monsieur Foucrault, vous qui avez à la fois cette vision d'éleveur, mais aussi beaucoup de mandats, on l'a vu, une vision départementale, régionale et puis des échanges au niveau national. Quels sont, selon vous, les métiers pour lesquels il y a les plus forts recrutements, les métiers qu'on pourrait qualifier en tension au sein du secteur agricole, plus spécifiquement l'élevage? Donc concernant l'élevage, donc les secteurs qui recrutent beaucoup et qui sont aussi en tension, parce qu'il y a beaucoup de tension sur l'emploi en élevage, hein, c'est alors le secteur laitier, le secteur porcin, on va dire, ça peut varier un peu selon les départements, mais enfin, quand même, ce sont les deux secteurs qui sont quand même pourvoyeurs de beaucoup d'emplois. Le secteur avicole également, qui peut être aussi pourvoyeur d'emplois dans la production d'œufs, dans la production de volailles de chair, voilà. Donc, ce sont les. Voilà. Alors, à côté de ça, on aura d'autres secteurs également qui vont être pourvoyeurs d'emploi, le machinisme agricole, le secteur végétal, accessoirement. Est-ce que vous voyez se développer les recrutements? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a plus qu'il y a quelques années et pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a plus, pardon, de recrutement? C'est-à-dire, est-ce que le nombre de recrutements a augmenté? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les exploitations, la main-d'œuvre, on va dire familiale, qui constituait le socle de l'exploitation agricole autrefois, a tendance à se réduire. Hein, donc, la main-d'œuvre familiale se réduit, les exploitations s'agrandissent. Et la tendance, effectivement, qui se dessine aujourd'hui, c'est d'avoir des exploitations plus grandes, avec toujours la main-d'œuvre familiale, mais de la main-d'œuvre salariée, effectivement, en complément de cette main-d'œuvre familiale. D'accord, donc développement finalement de cette... on est sur, en Bretagne, ici, sur un rapport entre main-d'œuvre familiale et main-d'œuvre salariée qui est de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers à peu près. La main-d'œuvre familiale est encore dominante. D'accord. Mais voilà, on connaît à peu près les effectifs. À peu près 35-40 000 exploitants familiaux et autour de 15-20 000 salariés en équivalent temps plein. D'accord. Donc 2 tiers, Oui, 1 tiers. tout à fait. Très cette proportion-là, ouais. Madame Heiser, quels sont donc les recrutements, dans quels métiers les recrutements sont les plus forts? Alors ça peut être en tension ou pas d'ailleurs, mais quels sont pour vous les métiers pour lesquels il y a le plus de recrutement dans l'élevage, dans le secteur de l'élevage? Alors, il faut savoir que le réseau des ANEFA gère ce qu'on appelle une bourse d'emploi, qui s'appelle l'agriculture-recrute.org. Et donc, dans cette bourse d'emploi, dans le top 5 des métiers des postes les plus recherchés, on va avoir en première place l'agent d'élevage laitier, avec plus de 300 postes par an en Bretagne. Et en deuxième
place, on va avoir le poste d'agent d'élevage porcin avec plus de 250 postes. Donc, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et effectivement, je rejoins ce que dit Jean-Claude. On voit qu'il y a un développement du besoin dans les entreprises parce qu'il y a ce remplacement du personnel qui était plutôt familial, mais aussi tout simplement parce que les agriculteurs veulent avoir un rythme de travail et une charge de travail acceptable et comparable aux autres secteurs d'activité. Un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ce qu'on retrouve beaucoup ou encore peut-être plus marqué dans les jeunes générations, et les jeunes qui s'installent par exemple. Tout à fait. C'est pour ça qu'on voit aussi se développer les formes sociétaires parce que ça partage la contrainte, notamment cet élément qui est très fort dans les métiers de l'élevage. Alors comment est-ce qu'on va chercher le sourcing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va aller chercher les candidats, comment est-ce qu'on les touche aujourd'hui en 2023? Le monde a beaucoup changé, Internet, les réseaux sociaux. C'est quoi les méthodes principales, puisqu'on va chercher les gens où ils sont? Donc comment on fait pour aller je crois qu'il ne faut pas oublier que la principale source, ça reste les salariés, enfin ce qu'on appelle les scolaires agricoles. Donc ces salariés qui ont vraiment mené un parcours de formation initiale en passant par la formation agricole. D'ailleurs, souvent, ils n'ont même pas besoin de rechercher un emploi. Le simple fait d'avoir fait un stage chez un exploitant leur permet de décrocher leur premier emploi. Souvent, le premier emploi fait suite au stage. Si ça se passe bien, assez souvent, dans l'exploitation agricole, ça débouche sur un premier emploi. J'interviens souvent au niveau des bacs pro et quand je leur demande qui a déjà une solution après son diplôme, il y a presque toutes les mains qui se lèvent. Et ce qui est magique, c'est que même les personnes non issues du milieu agricole lèvent la main aussi. Ils ont aussi déjà trouvé une piste, au moins pour un CDD après leur diplôme. Et puis après, il faut savoir aussi que le niveau technique augmentant, je parlais des bacs pro, mais de plus en plus poursuivent leurs études aussi vers des niveaux BTS, voire licence. D'accord. Donc, les écoles, voilà. Le vivier, premier vivier. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de toucher les candidats? Oui, alors bien sûr, nous, on travaille énormément avec tous les professionnels de l'emploi et de la formation en général, c'est-à-dire que notre premier partenaire important, c'est Pôle emploi. Donc effectivement, il est important que chaque personne qui s'inscrive dans une recherche d'emploi dans le milieu agricole puisse avoir des outils pour se mettre en relation avec ces entreprises agricoles. Donc on a développé un certain nombre d'outils avec Pôle emploi, mais également notre propre outil, puisque je parlais de l'agriculture recrute, c'est un site internet sur lequel on diffuse les candidatures et les offres. Et ensuite, on a aussi développé à l'échelon régional, parfois même à l'échelon national, des outils d'accompagnement, puisqu'on a de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle. Vous parliez de l'année charnière de 2020. C'est vrai que depuis, on a beaucoup de personnes qui viennent de différents domaines professionnels, qui s'intéressent depuis longtemps à l'agriculture et qui enfin franchissent le pas. Mais par contre, ils ont besoin d'accompagnement parce qu'ils n'ont pas leur réseau d'entreprises, ils n'ont pas les moyens d'entrer en relation simplement avec les entreprises. Et là, l'ANEFA a un grand rôle. On a mis en place 2 outils principalement. D'abord, un outil de découverte, mais avec aussi des gestes, l'essai du métier à travers des gestes professionnels. C'est ce qu'on appelle le voyage en agriculture. Ça se déroule sur une journée. Les gestes professionnels majeurs? On ne teste pas. On leur donne l'occasion de rendre plus palpable leur futur métier en participant à des gestes professionnels. C'est-à-dire, ils vont avec l'éleveur, ils vont l'accompagner dans des gestes et voir si ça leur plaît, est-ce que c'est fatigant physiquement, est-ce que la sensation presque que j'ai en faisant ça. Et puis, en fait, dans le voyage en agriculture, c'est un peu une surprise. Ils ne savent pas trop dans quel type d'exploitation ils vont aller. Nous, tout ce qu'on leur impose, c'est d'aller dans un élevage le matin et dans une production végétale l'après-midi. Et on a construit ces ateliers avec les agriculteurs pour que justement ils participent un maximum aux travaux et voilà, que ce ne soit pas juste une visite, que ce ne soit pas juste un exposé, mais que vraiment ce soit concret. Donc il y a ça, les voyages en agriculture. Et ensuite, quand la personne se dit « Ah bah ouais, c'était chouette, je me doutais pas qu'on avait tout ça à faire, que c'est un travail très varié et intéressant », du coup, on peut les accompagner sur un autre module qu'on appelle graines d'agriculture et qui permet ensuite d'accompagner vraiment individuellement la personne en fonction de son projet et de ce qu'elle a à valider. Un peu plus loin.
Bon, bah, c'est super. On voit donc là, finalement, à la fois le fait d'aller chercher les candidats, ce que vous offrez, les actions que vous menez. Quelles sont les notions à mettre sur... Alors, quand vous recrutez, vous, Monsieur Foucro, quels sont les points sur lesquels vous insistez vis-à-vis d'un candidat? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Ce que je vais mettre en avant, c'est alors en premier lieu les conditions de travail, c'est-à-dire quel est le niveau d'automatisation de l'élevage. Ça va être un point important quand même. Niveau de pénibilité, niveau d'automatisation, niveau de pénibilité, c'est quand même, ça va ensemble. Ensuite, après, effectivement, il y a la question des horaires de travail qui va avec, qui fait partie des conditions de travail, hein. Effectivement, est-ce qu'il y a quels sont les horaires de la journée? Est-ce qu'il y a des contraintes du week-end, des astreintes de week-end éventuellement des astreintes de nuit? Ce sont les premières questions que posent C'est comme les points comme les plus importants. Et puis après, effectivement, il y a la question de la rémunération qui va aussi intervenir aussi après. Et puis après, on sait à peu près, le troisième point, c'est aussi qui va intervenir, mais qui va être difficile à appréhender dans le cas d'une embauche, c'est un peu l'ambiance de travail, quelles sont les personnes qui constituent l'équipe, voilà, comment est organisé, comment est coordonné le travail, quoi. En gros, c'est ça, conditions de travail, salaire et ambiance au travail. Ambiance au travail, c'est pratiquement, on sait que c'est à peu près les 3 points déterminants, on va dire, en tout cas pour dans l'embauche, au moment de l'embauche, et puis aussi après pour évoluer en tant qu'entrepreneur. C'est vers ça qu'il faut se diriger, quoi. Madame Heiser, est-ce que vous confirmez le trio des éléments qu'il faut mettre dans une annonce, hein, ce que dit M. Foucro, conditions de travail, salaire et puis ambiance? Alors ambiance, on peut l'écrire, tant qu'on ne l'a pas vécu, effectivement, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Oui, alors nous, on insiste aussi auprès des agriculteurs pour qu'ils mettent en avant leur point de flexibilité, c'est-à-dire... Voilà, dans l'idéal, les horaires, ce serait ça et ça, mais en même temps, c'est négociable. Parce qu'effectivement, une personne peut venir avec ses propres contraintes et se dire je vais quand même postuler, je vois que c'est négociable, donc peut-être qu'on arrivera à un accord. Donc ça, c'est important parce que c'est des attentes sociétales globales maintenant. Tout à fait. Et puis, peut-être aussi mettre en avant des valeurs, parce qu'on se rend compte que le grand public partage souvent les mêmes valeurs que les agriculteurs. Faire du produit de qualité, nourrir la société, enfin voilà, des valeurs fondamentales qui nous semblent importantes aussi de partager avec le futur salarié. Donc on voit bien, au-delà du trio, la logique de flexibilité. Effectivement, c'est une exigence, en tout cas de nombreux salariés, en particulier des nouvelles générations. Quelles sont les nouvelles compétences qu'on recherche en agriculture aujourd'hui? Madame Heiser, quelles sont, alors, à la fois sur le plan technique, les nouveaux métiers? Qu'est-ce qu'on attend en compétences techniques aujourd'hui? Alors, il faut savoir quand même que ces métiers ont gagné énormément en technicité durant ces dernières décennies. Donc, il y a du digital, de l'informatisation, il y a de l'agronomie aussi qui revient de plus en plus. Je pense aux métiers liés à l'élevage et notamment sur les cultures, où effectivement, on va demander aux personnes d'être en capacité d'analyser les conditions agronomiques de leurs gestes professionnels. Et puis, globalement, on parle d'élevage, donc c'est une bonne connaissance du fonctionnement de l'animal, c'est-à-dire connaître son système alimentaire, connaître son mode de reproduction. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut quand même effectivement un certain nombre de connaissances théoriques à la base. Mais je ne veux pas que ce que je dise là effraie des personnes, parce que ça paraît énorme et on se dit qu'il faut forcément avoir bac plus 5 en agriculture. C'est pas ça, c'est que ce sont des choses, par contre aussi, sur lesquelles les employeurs qui embauchent, notamment qui sont ouverts aux personnes en reconversion, doivent être capables de bien expliquer, d'accompagner, de bien expliquer le geste, pas seulement de dire tu vas faire ça de telle manière, mais aussi expliquer pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important qu'on nourrisse un animal à telle heure et pas à une autre heure, ou qu'on le traite à telle heure et pas à une autre heure. Voilà. Et vous, Monsieur Foucro, est-ce qu'il y a des exigences techniques, mais aussi de métier? Parce qu'aujourd'hui, le thème là, du space, c'est l'énergie. Quand on a de la méthanisation, du photovoltaïque, j'imagine qu'il y a quand même quelques compétences en plus à avoir. Alors, sur les questions de l'énergie, c'est davantage peut-être l'employeur, enfin l'agriculteur, l'exploitant, le patron qui va s'en préoccuper. Mais pour les salariés, je veux dire, la tendance générale qui se dessine depuis 20-30 ans, ça a commencé il y a longtemps, c'est qu'on a une agriculture qui évolue de plus en plus avec du capital et moins de travailleurs finalement, quoi. Donc, ce qui veut dire quand même que chaque travailleur qui reste quand même produit de plus en plus avec du capital. Et le capital, c'est quoi? Eh bien, c'est un robot-traite dans le cas de la production laitière.
tous les producteurs laitiers n'ont pas encore un robot de traite, mais on en a quand même peut-être aujourd'hui 15-20% quand même qui sont équipés de ce type de matériel, des équipements quand même très sophistiqués, on va dire, en élevage porcin. Donc ça nécessite quel type de compétences? Quand on a un robot de traite, on va être plutôt sur de la robotique, de l'électronique. C'est quel type de compétences? Oui, il ne s'agit pas de maîtriser tout, je pense, d'un robot de traite. Il s'agit d'être capable de maîtriser sa fonctionnalité quotidienne. Après, il ne s'agit pas d'aller faire des réparations dessus. Mais en élevage porcin, l'alimentation est également automatisée dans la plupart des élevages aujourd'hui. Donc là, il y a un ordinateur un automate qui est capable de distribuer, mais il faut être capable quand même capable d'intervenir. L'automatisme marche pas. L'automatisme comporte quand même des anomalies, donc il faut être capable d'intervenir sur les équipements, quoi. Et si on prend sur un autre registre en termes de, si on veut regarder sous l'angle du capital, les tracteurs, c'est pareil, c'est la même chose, ils sont beaucoup plus gros, les matériels sont beaucoup plus sophistiqués, donc c'est beaucoup plus complexe à appréhender, quoi, comparativement. Donc un niveau technologique finalement, ou technologique assez élevé. Alors vous dites on ne peut pas tout savoir, mais en tout cas un minimum de connaissances pour faire fonctionner au quotidien. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le robot, je n'ai pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne le moteur derrière, mais plutôt les fonctionnalités au quotidien. Puis après, la compétence, les compétences, c'est aussi dans un élevage, que ce soit laitier, porcin ou avicole, c'est aussi pour un salarié de savoir faire de la réparation, hein, parce que c'est vrai, il faut quand même le mettre. Donc il y a encore de la mécanique finalement. Oui, il y a parfois des choses simples. Il faut quand même savoir réparer. Ça reste quand même important. Et puis après, sur d'autres points, sur les compétences, c'est en élevage, quand même la question du bien-être animal, hein, quand même, qui est un secteur, c'est quand même un domaine que les éleveurs s'approprient progressivement, parce qu'il y a une législation qui est là, qui a commencé, qu'on a vu apparaître il y a une dizaine d'années, mais que les éleveurs ne maîtrisent pas complètement aujourd'hui. Alors, il ne faut pas être surpris si les salariés eux-mêmes sont encore en apprentissage là-dessus, quoi. Mais en recrutement, c'est c'est une question que vous allez poser à un jeune. Est-ce que vous avez été formé sur le bien-être animal? Enfin, c'est une des compétences que vous allez questionner. Ce n'est pas forcément un critère d'embauche. Après, il y a des formations spécifiques pour les salariés là-dessus. Bon, après, il appartient à l'employeur de gérer ses affaires et quand même de donner des directions par rapport à la question du bien-être animal, quoi. Alors, ce qui est sympa, M. Foucault, c'est que vous faites les transitions vous-même, puisque j'allais vous questionner sur la formation. Alors, la formation, peut-être d'abord, Mme Meiser. La formation, Mme Meiser, quel est votre avis? Vivier, vous avez dit tout à l'heure, plutôt les personnes en formation agricole. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on va aller chercher, vous avez parlé de reconversion aussi de certaines personnes, sur les formations initiales agricoles? Alors, on a beaucoup de chance en agriculture d'avoir différents parcours de formation possible. Comme je disais tout à l'heure, la formation initiale, hein, avec le bac pro, qui est le premier niveau attendu en fait par les éleveurs laitiers. Ensuite, on a le BTS, la licence, parfois même des personnes qui vont jusqu'au niveau ingénieur pour ensuite rechercher un emploi dans l'agriculture et dans la production agricole et en élevage en particulier. Après, on a aussi, comme je disais tout à l'heure, tout ce dispositif de formation pour les personnes en reconversion. On parle notamment du CQP, le certificat de qualification professionnelle, qui est vraiment adapté aux personnes qui arrivent. Vous pouvez expliquer ce que c'est ? Alors, c'est en fait un diplôme qui permet, sur la base de plusieurs modules, d'avoir vraiment une formation très technique. On en parle, par exemple, en élevage laitier. On a un module, par exemple, sur la robotisation de la traite. Donc, voilà, ça permet de... Avec ce que me disait M. Foucault tout à l'heure. Oui, et ça permet aussi de sensibiliser des personnes, juste pour compléter ce qui était dit tout à l'heure sur les compétences, c'est que, par exemple, quand on dit robotisation, on a tendance à se dire, OK, il faut juste savoir gérer le robot, le reste. Maintenant, justement, on ne voit plus les animaux à l'occasion de la traite tous les jours, donc il faut être beaucoup plus observateur, il faut beaucoup plus aller vers l'animal et constater qu'il va bien, qu'il n'y a pas de souci, qu'il mange, qu'il boit correctement. Donc effectivement, le rapport à l'animal est encore plus sensible dès qu'il y a automatisation. Ce qui peut paraître paradoxal, effectivement, oui, d'avoir l'un ou l'autre. Monsieur Foucault, par rapport à ces formations, donc là, on l'a vu, finalement, vous travaillez pour qu'elles soient techniques, vous avez parlé du geste, finalement, vous avez pris des exemples. Quel est votre avis sur les formations existantes en termes de les compétences qu'on a vues tout à l'heure? On a peut-être zappé un peu vite, on y reviendra sur le savoir-être, mais notamment sur les compétences dites techniques, les savoir-faire. Quel est votre avis là-dessus? On a vu, hein, il y a une palette de niveaux, BP, BTSA, jusqu'au niveau ingénieur. Est-ce que les jeunes sont bien formés pour les métiers d'aujourd'hui et de demain?
Alors, ce qu'il faut regarder, je prends le cas de la Bretagne, donc on a quand même une offre de formation, une très belle offre de formation dans pratiquement la soixantaine d'établissements agricoles que l'on a, hein, établissements d'enseignement agricole public, enseignement agricole privé et MFR, maison familiale rurale. Donc on a, je regarde ça d'assez près, on a quand même une offre très, très ouverte, hein, où chaque jeune peut trouver une solution pour lui. Il faut aussi imaginer qu'effectivement, il y a pas, on ne doit pas être dans une approche unifiée de la formation. Il est important d'avoir des formations, différentes formations qui peuvent correspondre à différents publics. Il y a C'est-à-dire, effectivement, pour une même thématique, des modalités alors, pédagogiques qui vont être différentes, c'est ça que vous oui, dites? il y a effectivement des étudiants qui pourront faire un parcours bac pro, BTS, licence sous une forme assez scolaire, je dirais ça Oui. comme ça. D'autres qui vont faire une partie scolaire, après une partie apprentissage, hein. Donc c'est aussi apprentissage, y compris à partir dès le bac pro, l'apprentissage existe, hein. Le BTS peut se faire en apprentissage, la licence, y compris la formation ingénieur, peut se faire en apprentissage. Voilà, donc c'est quand même une très bonne chose si on regarde les évolutions de l'enseignement agricole depuis une quinzaine d'années. C'est quand même, il y a quand même une offre, je pense qu'il y a une solution pour tout le monde, quoi. Alors, là, ça n'apporte pas forcément. Je ne vais pas dire que ça suffit, hein, parce que si on remonte un peu le temps, on se rend compte quand même que le salarié d'il y a 20 ou 30 ans, c'était un enfant d'agriculteur qui avait fait de l'apprentissage dans l'exploitation de ses parents. C'est-à-dire qu'il avait commencé à traire les vaches à 6 ou 7 ans. C'est ça. C'est moins le cas maintenant, Alors aujourd'hui, effectivement, surtout s'il y a un robot de traite. alors, si c'est encore des enfants d'agriculteurs, il y a encore beaucoup d'enfants d'agriculteurs, beaucoup ont fait de l'apprentissage dans l'exploitation très jeune, ça n'a pas vraiment changé avec le temps. Mais par contre, on a toute une population quand même ce sont des jeunes dont les parents ne sont pas agriculteurs, mais souvent ils ont quand même un lien assez proche avec l'agriculture. Mais effectivement, ils ont fait moins d'apprentissage, donc ils auront besoin effectivement ils vont faire des stages, mais quand ils vont rentrer en emploi, on va se rendre compte que peut-être ils ne savent pas bien conduire un tracteur, ils savent pas bien. On n'est pas sûr qu'ils sont capables de rentrer avec la dessilleuse dans le hangar. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc on observe je vais pas dire, c'est pas un recul, mais en tout cas une nécessité Pour compléter la formation. Voilà, on va dire. Ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, dans le stage, Oui. finalement, si je fais un CDD à l'issue d'un stage, c'est peut-être la dernière étape de ma formation où Mais- je vais parfaire un petit peu ce que vous disiez, les gestes. Donc il faut être très, je dirais, très humble par rapport à ça. Il faut considérer qu'en fait le métier s'est complexifié et que la vie professionnelle reste une vie d'apprentissage, quoi. Voilà. Donc il faudra apprendre aussi tout au long de la vie. C'est ça que vous dites implicitement. C'est ça. Je peux rebondir Allez-y. sur ce point, c'est que j'avais presque envie de dire le simple fait de devenir salarié en élevage, c'est aussi une formation pratique parce qu'on se rend compte que les personnes ont un parcours dans une filière. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait une formation où j'étais dans un autre métier. Je viens dans le métier en production agricole, en élevage. Je décide ensuite, après avoir été pendant quelques années salarié, pourquoi pas de saisir une opportunité et de m'installer. Il faut s'installer. On le voit quand même de plus en plus souvent. Ou alors de rester dans la filière, mais d'aller vers le paragricole, dans les coopératives, etc. Donc il ça faut offre aussi ces possibilités-là. voilà, il faut aussi penser sa carrière de cette manière-là. Parce que parfois, on dit on ne peut pas faire carrière en tant que salarié agricole. Ben si, mais justement, peut-être en changeant d'entreprise. Parce D'accord. que Pas effectivement, linéaire en tout cas. on reste dans des très petites entreprises. Donc, il n'y a pas autant d'opportunités que dans les très grandes entreprises. Mais on réfléchit de plus en plus à carrière en filière. Les savoir-être, on les a très vite passés tout à l'heure. Est-ce que c'est important pour vous en tant qu'employeur? Alors, savoir-être, c'est le comportement au quotidien. Vous avez évoqué l'ambiance au travail, aussi l'équipe, hein, capacité à travailler en équipe, capacité à dire les choses, capacité à se comporter au respect des règles, des choses comme ça. Est-ce que c'est important pour vous, M. Foucault? C'est important, bien sûr. Effectivement, la politesse, enfin, le respect des personnes dans une entreprise, ça c'est le respect des personnes entre elles, hein, effectivement. Et puis après, il appartient à l'employeur, effectivement, aussi de parler à ses salariés, voilà, de s'assurer. Peut-être de dire les règles très clairement aussi, non? Oui, c'est ça aussi. Et puis de s'assurer de la cohésion globale de l'ensemble. Voilà. Voilà, donc, alors c'est important parce que je suis assez observateur de ce qui se passe et on peut trouver des cas d'exploitation d'un niveau très très élevé parfois où on a à peu près tout pour aller vers pour de très belles réussites. Très élevé techniquement, du coup. Techniquement, économiquement, enfin, des exploitations qui marchent très bien et on se rend compte que parfois il peut y avoir des fractures qui se produisent entre l'employeur et les salariés.
Voilà, donc il n'y a pas de lien entre la performance, la façade de l'exploitation, je dirais, la façade de l'exploitation et ce qui peut se passer à l'intérieur. C'est quand même, on peut être parfois assez surpris des choses, quoi. Parfois, il faut pousser les murs. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les formations aux salariés. Mais est-ce que finalement, parce que là, c'est aussi, certes, il faut former le salarié, mais peut-être qu'il faut aussi former le chef d'exploitation, au management, quand il y a un conflit, comment je fais un feedback, des choses comme ça. Est-ce que l'ANEFA aussi a dans son spectre des formations pour les chefs d'exploitation, voire un salarié qui voudrait devenir chef d'exploitation? Alors en fait, effectivement, je peux même faire le lien là avec ce qu'on a évoqué sur le savoir-être. C'est que entre un salarié et son employeur, il faut avant tout établir une relation de confiance. Donc effectivement, le savoir-être, que ce soit du côté employeur ou du côté salarié, est très important. Quand on est agriculteur et qu'on devient employeur, il faut vraiment garder dans l'esprit que OK, on est agriculteur, on est un bon technicien, on est un bon chef d'entreprise, un bon gestionnaire, et on devient du coup manager, même avec une seule personne. Et ça, c'est une fonction qui s'apprend. Donc, il y a toute une panoplie de formations qui existent, qui sont proposées par nos différents partenaires, que ce soit le syndicalisme, les chambres d'agriculture. Et nous, à NEFA, on intervient notamment sur la partie recrutement, effectivement, parce que c'est très important de prendre du recul, d'intégrer ces emplois qui sont souvent des nouveaux emplois aussi. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui deviennent primo-employeurs et d'intégrer ça dans sa stratégie d'entreprise. Apprendre à devenir chef d'entreprise et chef d'exploitation en tant que manager. Voilà. Oui. Ce que je voulais dire, si vous permettez, pour compléter, c'est que l'emploi agricole, je ne sais pas que c'est quelque chose de nouveau, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'assez récent qui a commencé dans les années 80. Avant, il y avait relativement peu de salariés agricoles. Oui. Je crois que donc on part de rien ou de peu et non, le salariat ça a pris de l'importance. Et ce que j'observe, c'est que les employeurs malgré tout évoluent, mais que l'évolution est lente. Voilà, ils évoluent dans leur ce que vient de dire Valérie, dans leur approche d'employeur, dans leur responsabilité d'employeur. J'ai parlé des conditions de travail avant, ils ont conscience, sans qu'on les y pousse parfois, que leurs équipements sont peut-être pas adaptés, qu'il faut les refaire. Je vois par exemple, je prends un exemple d'un département avancé, le Finistère, où on n'hésite pas là-bas à investir effectivement pour les salariés, là où il y a des conditions de travail, du coup. Pour les conditions de travail. Donc, et on les pousse, les éleveurs le font eux-mêmes, quoi. Voilà, donc il y a une forme d'apprentissage aussi des employeurs aussi, mais qui va dans le sens d'une évolution quand même. Rôle de l'ANEFA. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent? Quel rôle aujourd'hui et demain? Parce que là, on parle d'aujourd'hui, mais on est déjà en train de se projeter sur demain. On parlait du management, des nouvelles technologies, de ça. Quel rôle pour l'ANEFA? C'est quoi le défi, la trajectoire? Alors l'ANEFA, c'est effectivement des structures qui existent au niveau départemental. Valérie l'a dit, on a un niveau départemental, un échelon régional et un échelon national. Donc elles ont été créées le réseau a été créé dans les années 90, au début des années 90. Alors avec effectivement une composition paritaire, employeur d'un côté, salarié de l'autre. Un côté employeur, on a effectivement les secteurs de l'élevage, mais on a aussi tous les CUMA, les ETA qui sont les EDT qui sont avec nous, le secteur du paysage qui est avec nous aussi également. Entreprise de travaux agricoles. Oui, et en plus travaux agricoles. Et alors la mission effectivement des ANEFA, c'est effectivement de travailler sur la bourse d'emploi, comme l'a dit Valérie, mais pas que ça. C'est aussi de travailler toute la partie attractivité des métiers. Il s'agit d'aller effectivement à la rencontre des jeunes qui sont dans les écoles d'agriculture, mais a priori ce sont des candidats qui vont venir facilement vers nous, mais aussi il faut aller au contact, à la rencontre des demandeurs d'emploi, des gens en reconversion. Oui. Et voilà, la mission de l'ANEFA, c'est de trouver des différentes solutions pour différents publics. Donc attractivité, marque employeur, implicitement derrière ce que vous dites. Cette logique de marque employeur. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, alors les ANEFA en Bretagne ont aussi, pour une partie d'entre elles en tout cas, assurent l'organisation d'un comité d'entreprise départemental, ce qui permet d'offrir à peu près aux salariés à peu près l'équivalent de ce qui pourrait exister dans de plus grandes entreprises de type industriel notamment ou commercialisant. Voilà, donc c'est quand même une approche quand même avancée, on va dire, de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. Madame Heiser, la mission de l'ANEFA aujourd'hui et demain, pourquoi je viendrai voir l'ANEFA? Eh bien voilà, vous avez envie de changer de métier? On vous accueille, on vous accompagne. Vous avez un enfant qui veut devenir salarié ou qui veut travailler avec des animaux et vous n'avez pas de réseau dans le domaine agricole.
venez nous voir, on vous mettra en relation. On vérifiera aussi le projet d'orientation et on vous conseillera sur les meilleurs systèmes de formation possibles. Nous, on rencontre très régulièrement des personnes avec nos partenaires, les écoles agricoles. On essaye d'être présent dans tous les forums emploi et orientation du département et de la région. D'accord. Donc, n'hésitez pas. On trouve nos coordonnées sur le site internet l'agriculture-recrute.org. Et donc, voilà, il y a des correspondants dans chaque département. Merci beaucoup à tous les Merci à deux. vous. Merci Madame Meiser. Merci Monsieur Foucreau. Et je vous souhaite un très bon space. Au revoir. Également.